bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ça va beaucoup mieux lorsque l'on met le son. Bonjour tout le monde et bienvenue ce mercredi soir pour un nouvel épisode de Médiateur at Home, organisé par le Planétarium de la ville de Vaux-en-Velin, comme chaque semaine. Alors cette semaine va être un petit peu spéciale, vous le savez, la thématique de la semaine est tournée presque entièrement vers la planète Mars, bien sûr, puisque c'est demain soir, en début de soirée, que normalement la mission Mars 2020 avec le rover Perseverance devrait, on l'espère, arriver sain et sauf sur Mars. Voilà, on aura certainement encore l'occasion d'en reparler bien des fois plus tard. Donc une coloration sur la planète Mars. Et donc avant de vous dire à quoi nous allons jouer aujourd'hui, je voudrais quand même saluer un peu le chat. Donc bonjour Toriko, salut Super Dame, Gabriel, Céline, Racha Benredjeb, Poupoule, salut Clepsydrae, c'est Simba, Astro, France, et puis c'est déjà pas mal. Et Sourouche, voilà. Le son est très bas. Ah, le son est très bas. Est-ce que là ça va mieux? Dites-moi. J'ai fait un petit changement. Ah, d'accord. C'est bon? Oui, Sourouche, j'ai normalement augmenté le son. Ça devrait être un petit peu mieux. Voilà. Ok, super. Bon, j'espère que vous m'avez entendu quand même. Alors si j'avais changé un petit peu les potards du son, eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, on se retrouve durant une heure pour parler de Mars. Vous le savez, le mercredi, c'est plutôt avec des activités plus ludiques que les rendez-vous qu'on a avec nos invités du lundi et du vendredi. Et donc aujourd'hui, je vous propose que l'on s'amuse avec un jeu qui s'appelle Surviving Mars. Voilà, il est ici. Ce jeu a été développé par Emimont Games. Je l'ai récupéré, j'y ai joué quelques heures, juste histoire de savoir un petit peu à quoi ça ressemble, savoir où cliquer. Ce jeu est un jeu qui va nous amener à coloniser la planète Mars. Je n'ai pris que le jeu de base, il y a des mods, il y a des DLC qui ont été rajoutés, donc moi je n'ai que le jeu de base. Je suis très loin d'être un expert, d'accord, à ce jeu, donc je vous le dis tout de suite, il se peut que je fasse des erreurs, c'est possible, ou qu'en tout cas ce que je fasse soit pas optimisé. Et c'est pas grave parce que l'intérêt principal de ce moment, c'est certes de jouer, mais aussi de se servir du jeu comme aussi d'un autre instrument pour pouvoir parler de la vraie planète Mars. Le jeu est un très très bon outil de médiation scientifique et c'est ce que j'espère vous montrer en faisant ça avec vous ce soir. Donc on fera en permanence des allers-retours entre le jeu et puis des petites parenthèses pour vous montrer justement quels sont les éléments du jeu qui correspondent à des éléments réels, puisque c'est ça aussi que j'ai bien aimé quand j'ai découvert, c'est que finalement il y a pas mal de choses qui correspondent à des objets, des missions, des détecteurs qui existent déjà ou qu'on est en train de construire dans la réalité. Donc on n'en est pas à pouvoir coloniser la planète Mars, pas encore, certes, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes qu'on peut faire avec tout ça. Voilà. Salut Général Lee qui vient d'arriver, et on a Sourouche qui a 235 heures dessus. Je me tairai. Oui, alors voilà, je suis pas un expert sur ce jeu. Par contre, j'avoue que je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le découvrir, et je pense qu'une fois qu'on aura terminé le live tout à l'heure, eh bien moi je continuerai encore à m'amuser un petit peu avec ça. Voilà. Oui, il est dispo sur Steam. Alors, tu peux, comme d'habitude, hein, tu peux l'avoir pour beaucoup moins cher dans les périodes de soldes, les soldes de Noël, les soldes d'été à certains moments, et puis à un prix normal le reste du temps. Voilà, salut Nono. Et ben du coup, on va commencer. Alors je vais vous présenter un petit peu ce jeu rapidement. Alors, je vais pas vous le présenter un petit peu, je vais vous présenter le jeu. Il se trouve ici. Alors j'espère que le son est pas trop fort. Est-ce que vous pouvez me confirmer que l'équilibrage est bon? Sinon, je peux encore baisser le son du jeu. Dites-moi tout.
je vais revenir. Le son du jeu est abaissé. Ok. Eh bien écoutez, on va aller tout de suite dans l'audio. Ah ouais, là je suis carrément au minimum. On va baisser la musique encore. Et on va laisser les bruitages. Voilà, appliqué. Normalement, là, ça devrait être pas mal. Donc, dans ce jeu, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi j'ai enregistré un début de partie que je vais reprendre, mais une fois qu'on a fini le didacticiel, quand on démarre une nouvelle partie, eh bien en fait, on va choisir un ensemble de conditions qui nous permettent d'aller sur la planète Mars et de commencer la première colonisation humaine de la planète rouge. Voilà. Donc on commence avec un ensemble de choses. On a des sponsors de missions, par exemple, qui vont nous rendre justement la partie plus ou moins difficile. On n'a pas facile, moyen, difficile, mais on a des sponsors. Alors des sponsors qui vont nous donner pas mal d'avantages. Donc certains qui vont donner plus d'argent, plus de fusées au départ, plus de matériaux, plus de recherche. Donc si on commence avec la mission martienne internationale, c'est ce que j'ai fait, on a une difficulté, vous le voyez, qui est très facile, avec beaucoup d'argent, avec pas mal de recherches, beaucoup de candidats humains qui veulent partir, donc beaucoup de choses. Les fusées qui vont, on n'aura pas besoin de créer le carburant sur place, les fusées vont synthétiser leur propre carburant, ce qui n'est pas le cas normalement. Et puis ensuite, avec d'autres éléments, on peut partir avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Europe, avec une mystérieuse compagnie qui s'appelle Space Y, voilà, qui nous propose aussi de partir sur Mars. Donc voilà, des éléments qui vont nous rendre la partie plus ou moins compliquée. On peut choisir aussi d'avoir des avantages en fonction du type de commandant qu'on veut être. On peut être maire, inventeur, hydro-ingénieur, docteur. Moi j'ai pris une partie où j'étais hydro-ingénieur parce que l'eau c'est quand même pas facile à trouver sur Mars. Donc c'est ce que j'ai choisi au départ. Et puis ensuite, une fois qu'on a commandé son profil, on va définir, alors on nous donne de l'argent, donc cet argent va nous permettre de prendre un certain nombre d'éléments avec nous sur Mars. Donc là encore, en fonction de la difficulté, on va prendre certains éléments qui sont plus ou moins vitaux. Et puis la dernière chose que l'on fera aussi, c'est, alors ça j'aime beaucoup, c'est de sélectionner un site d'atterrissage. Alors ça c'est très très chouette. Pourquoi c'est très chouette? Eh bien parce que on a réellement la carte de Mars. Et ça c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que on reconnaît un certain nombre d'éléments de la géographie martienne. On retrouve cet immense balafre que vous avez là au milieu, qui s'appelle Valles Marineris, qui est le plus grand canyon du système solaire, avec des falaises qui peuvent dépasser 10 km de hauteur verticale. Voilà. À côté, on a les monts Tarsis, ce sont l'espèce de trois verrues obliques là qui sont sur la gauche. Et puis si on continue encore, vous le voyez encore sur la gauche, et bien on a la plus grande montagne du système solaire qui est Olympus Mons. Et comment est-ce qu'on choisit? Justement en prenant certains endroits, donc par exemple celui-ci dans Marineris Alpha. Vous voyez à gauche, je vais choisir aussi ma difficulté en fonction des éléments de l'environnement. Donc des menaces, je peux avoir des tourbillons de poussière, on en reparlera, des tempêtes de poussière, des météores qui me tombent dessus. Il y en a beaucoup sur Mars. Et puis en fonction de la latitude, il fera plus ou moins froid. Et puis des ressources, des métaux, de l'eau qu'on va trouver en plus ou moins grande quantité. Donc déjà des sites qui sont déjà faits, donc vous voyez comme celui-ci par exemple. Et puis si on veut, on peut aussi simplement regarder par soi-même, donc chercher soi-même un site dans lequel on aura les menaces que l'on veut, les ressources que l'on veut. Et puis dès qu'on a les bonnes coordonnées avec les bons éléments, hop, on peut démarrer le jeu. Voilà. Rien que ça déjà, moi je trouve ça très chouette, cette manière de commencer. Et puis quand on démarre, alors on va démarrer la partie Live Mediator at Home, nous allons arriver au-dessus d'une zone de Mars. Voilà. Je vais juste revenir un petit peu, voir si vous avez des questions ou des remarques. C'est nickel pour moi. Pour le moment, il faudrait voir in-game. Ok. Bonsoir INS et salut Nature Profonde. Allez, du coup, on continue notre partie. Donc là, maintenant, on se retrouve au-dessus d'une partie de la planète Mars. Donc cette partie, elle est composée de carrés qui vont petit à petit se dévoiler. Et quand on démarre, évidemment, le satellite n'est passé qu'au-dessus d'une partie. Donc vous voyez, tout en haut ici, on a le secteur C8
qui est dévoilé. Tout le reste n'est pas dévoilé, c'est-à-dire que je ne sais pas quelles sont les ressources qui se trouvent sur ces éléments. On a aussi la géographie des lieux, hein. Il y a des parties qui sont plates, il y a des parties recouvertes de glace ici, on pourra en reparler. On a des parties montagneuses, donc il va falloir jouer avec tout ça pour pouvoir développer proprement sa colonie. Nous actuellement, voilà, on a cette partie-là avec un certain nombre de petits rochers, voilà, qui se trouvent un peu partout. Une ressource, cette partie jaune. On peut commencer à en parler d'ailleurs tout de suite. Cette partie jaune, c'est le sable, le régolithe, qui va nous permettre de faire du béton. Voilà, parce qu'il va falloir faire des bâtiments. Les 3 ressources qui sont importantes dans ce jeu, c'est le béton, c'est le métal, il va falloir trouver du métal aussi, et puis l'eau, évidemment, l'eau qui est absolument vitale. Alors, déjà ça, est-ce que c'est réaliste ou pas? Eh bien, faire du béton sur place, c'est quelque chose qui effectivement est en tout cas envisagé, puisque on imagine, alors non pas sur Mars, mais sur la Lune, faire justement les premiers habitats des futurs astronautes avec du béton fabriqué sur place à partir du régolithe lunaire. Un des projets, alors je vais vous le montrer, c'est... Excusez-moi, c'est celui-là, voilà, ce qu'on a ici. Donc ça, c'est l'Agence spatiale européenne qui a un peu communiqué là-dessus il y a 1 an ou 2. L'idée, les 2 grandes directions, c'était que les États-Unis voulaient plutôt construire une base autour de la Lune, et puis l'Europe réfléchissait justement à construire un village qui se construirait automatiquement sur la Lune, et une fois que tout serait prêt, eh bien, les hommes pourraient descendre à la surface et y habiter directement. D'ailleurs, les 2 projets ne sont pas du tout incompatibles, hein. L'Europe participe à la création de la station 6 lunaire, et ce village lunaire est un projet qui est à plus long terme, où on envisage de créer des structures gonflables. Mais comment protéger ces structures gonflables des rayons cosmiques, des météorites, des écarts de température qui sont très grands sur la Lune? Eh bien, avec le petit robot que vous voyez à droite, ce qu'on envisage maintenant, c'est que ces robots, ce sont des imprimantes 3D robotisées. Voilà, c'est-à-dire que ces petits robots font une pelletée de la poussière qui est à la surface de la Lune, qu'on appelle le régolithe lunaire, et cette poussière va être mélangée, vous le voyez à droite, hop là, à droite du petit robot, vous avez des bonbonnes. Ces bonbonnes, c'est une espèce de colle qui va se mélanger au régolithe. Et ensuite, ces petits robots vont partir sur la bulle qui a été faite et mettre ce béton de sol, fabriquer cette protection qui va permettre justement de pouvoir habiter à l'intérieur. Donc voilà des projets qu'on envisage et qui sont, si ce n'est réalisés, au moins réalistes. Voilà. Salut FM et Fred Chan. On revient du coup dans le jeu. Hop, ici. Juste avant de démarrer et puis de commencer à poser ma première fusée, donc ici sur le jeu c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que la première mission que l'on a, eh bien, elle est robotisée, il n'y a pas d'humain au début, on va d'abord créer les conditions pour que nos colons puissent venir, et après, j'espère qu'on aura le temps à la fin du jeu, eh bien, on pourra inviter les colons à venir. Donc cette partie de la carte a été découverte, j'ai deux endroits où je peux récolter du sable pour mon béton, et puis la petite pastille jaune, eh bien ça c'est une anomalie. Une anomalie, c'est quelque chose que je vais aller explorer et qui va me donner des points pour pouvoir améliorer ma recherche, puisque évidemment comme tout bon jeu de stratégie, eh bien j'ai un arbre des recherches, un arbre de recherche qui va se faire dans différentes parties, technologie, ingénierie, robotique, physique et puis sociale, parce que mes colons, il va falloir que je les améliore aussi. Et donc à chaque fois que je prends une recherche et que je la valide et que je la découvre, eh bien une autre va se découvrir comme ça et aléatoirement, donc à chaque partie c'est différent. Et donc aléatoirement comme ça ces recherches vont me permettre d'améliorer ma construction, d'améliorer mes éléments, de pouvoir construire d'autres bâtiments que je vais trouver petit à petit avec cette recherche. D'ailleurs tant qu'on y est, je vais commencer tout de suite. Donc je vais commencer à tout chercher, je vais chercher des détecteurs de tempête, je vais améliorer mes petits robots qui vont arriver, je vais améliorer aussi le nombre de personnes depuis la Terre qui veulent venir me voir, et puis l'ingénierie, voilà, comme ça c'est quelque chose qui sera déjà fait.
Et puis on disait qu'il y avait d'autres éléments de terrain. Alors justement, le sponsor que j'ai choisi me donne, vous le voyez en bas à droite, en plus de la fusée qui est là, qui s'appelle Confiance. On a Persévérance qui va sur Mars, nous c'est Confiance. On a aussi ici 4 sondes orbitales qui vont chacune me donner l'occasion de découvrir une case de la map. Voilà, donc si je regarde un petit peu, je vais peut-être me développer. Alors ici il y a de la glace, c'est pas top. Je vais peut-être plus me développer vers la droite, par là ou en bas. Donc on va se développer sur celle-ci. Ah voilà, vous voyez j'ai une ressource d'eau ici, un gisement d'eau qui va beaucoup m'intéresser. On va faire par ici, tiens, allez, on va y arriver là. Ah là j'ai un gisement de minerai qui va m'aider aussi. Très bien, oh écoutez je suis verni, c'est parfait. C'est parfait, j'ai découvert, j'ai découvert un jalon, j'ai 580 points pour avoir découvert de l'eau sur Mars au sol 1. Alors, petit point technique, le sol, ça ne représente pas ce qu'il y a sous nos pieds. Sur Mars, le sol, c'est comme ça qu'on appelle une journée, un jour. Un jour sur Mars, c'est un sol. Pourquoi? Parce que Mars tourne sur elle-même, comme la Terre. Et ce qui est intéressant avec Mars, c'est qu'elle tourne sur elle-même à peu près avec la même durée que la durée d'une journée terrestre. Sur Terre, c'est 24 heures. Sur Mars, c'est 24 heures et 40 minutes. Voilà, donc un sol martien dure 24 heures et 40 minutes, c'est-à-dire quasiment la même durée qu'une journée terrestre. Donc à la première journée, au sol 1, j'ai découvert de l'eau sur Mars, ce qui est quand même vachement bien. Voilà, on va maintenant poser notre fusée. La glace pas top, pourtant c'est de l'eau. Question intéressante, Generali. Justement, alors si tu veux, on va parler un petit peu de l'eau. On va parler de l'eau, on va zoomer un peu sur voilà, cette partie-là. Vous voyez, il y a des réserves d'eau, et si vous regardez bien, vous remarquez que la glace que l'on trouve ici, eh bien, ça n'est pas marqué réserve d'eau. Pourquoi? Eh bien parce que sur Mars, il y a effectivement de la glace. Alors cette glace, la glace visible, la glace blanche qu'on voit sur Mars, elle est surtout au pôle martien. Comme sur la Terre, sur Mars, les pôles sont beaucoup plus froids que l'équateur. Mars est incliné de la même manière que la Terre, 24 degrés environ. Donc il y a des saisons sur Mars. Quand c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, c'est l'été dans l'hémisphère nord, tout l'hémisphère sud. Tout ça, c'est à peu près similaire à la Terre, en gros. Et donc évidemment les températures les plus froides sont au pôle nord et au pôle sud. La température moyenne sur Mars c'est moins 50, moins 60 degrés, mais au pôle nord en plein hiver, en pleine nuit, les températures peuvent facilement descendre jusqu'à moins 140 degrés. 140 degrés en dessous de zéro. Et à cause de ça, il se passe un phénomène sur Mars qui ne se passe pas sur Terre, c'est qu'il fait tellement froid au pôle que ce qui va geler, c'est l'atmosphère de Mars. Sur Terre, il ne fait jamais suffisamment froid pour qu'on ait de la glace d'oxygène ou d'azote qui tombe sur Terre. Sur Mars, c'est le cas. Donc l'atmosphère de Mars, vous le savez, c'est une atmosphère qui est totalement irrespirable, puisqu'elle est quasiment entièrement composée de dioxyde de carbone, donc qui est plutôt toxique pour nous, donc à 96% de dioxyde de carbone. Et bien justement, lorsqu'il fait froid au pôle, et bien ce dioxyde de carbone gazeux va se transformer en glace de dioxyde de carbone, ce qu'on appelle de la glace carbonique qu'on utilise dans les extincteurs sur Terre. Et donc en fait ce que l'on voit quand on voit les calottes polaires martiennes, cette glace qu'on voit, c'est principalement de la glace carbonique. Voilà. Donc c'est vraiment littéralement de l'atmosphère sous forme solide, de l'atmosphère gelée. Voilà. Mélangé avec un petit peu de glace d'eau, mais c'est principalement de la glace carbonique. Si on regarde un mode de vie terrestre en 2 jours, on a 1 heure offerte. Alors, oui, c'est ça. Effectivement, je ne savais pas qu'il y avait des réserves d'eau. Et bien justement, tiens, continuons à en parler. Alors, juste pour te répondre, fiat minimis, effectivement, le fait qu'un sol martien soit pas tout à fait égal à une journée terrestre, ça cause parfois des petits soucis, par exemple aux équipes qui contrôlent et qui dirigent les robots martiens, parce que effectivement, une journée martienne, c'est 24 heures et 40 minutes. Ce qui fait que tous les jours, eh bien, si vous restez à l'heure martienne, puisque nous, ce qu'on veut, c'est commencer quand le soleil se lève, finir quand le soleil se couche, donc on est toujours à l'heure martienne, et donc ça fait que tous les jours, vos horaires de travail vont être décalés de 40 minutes, comme ça.
Et donc ça fait que très rapidement, au bout d'une vingtaine de jours, si vous avez commencé la mission et que vous avez commencé votre travail à 8 heures du matin sur Terre, eh bien au bout d'une quinzaine de jours, le soleil se lève, il est 8 heures du soir, donc vous commencez à travailler à 8 heures du soir. Et donc vous décalez comme ça de 40 minutes chaque jour, ce qui n'est pas forcément évident pour les équipes de contrôle. Voilà. Concernant l'eau, est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars? La plupart des gens vous diront non. Techniquement sur Terre, l'atmosphère gèle quand il fait froid. La neige, c'est bien de l'eau atmosphérique qui a gelé. Oui, sauf que l'essentiel de la composition atmosphérique de l'atmosphère terrestre, c'est pas de l'eau. C'est à 80% du diazote, à presque 20% de l'oxygène, et après des traces de CO2, d'eau, de méthane, etc., etc. Donc on ne peut pas dire que l'atmosphère terrestre ce soit de l'eau quand même si l'eau en fait partie. Donc l'eau sur Mars, est-ce qu'on en trouve? La réponse est oui. Contrairement à ce qu'on dit, souvent on dit il n'y a pas d'eau sur Mars. C'est faux, il y a de l'eau sur Mars. Ce qu'il n'y a pas par contre, c'est de l'eau liquide. Et ça c'est très important. Hop, bah du coup, j'avais prévu une petite image, on va le faire. J'étais pas sûr qu'on aurait le temps d'en parler, il va falloir que je joue un petit peu quand même pour vous montrer tout ça. Sur Mars, on trouve de l'eau. Alors, on ne trouve sur Mars que de l'eau sous forme solide, de la glace, ou sous forme de gaz, de la vapeur d'eau. Il n'existe pas d'eau liquide. Pourquoi? À cause d'un problème, c'est que pour qu'un corps soit liquide, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut que la pression atmosphérique soit suffisamment importante. Si la pression atmosphérique n'est pas assez importante, l'état liquide, vous ne pouvez pas l'avoir. Voilà. Par exemple sur Terre, le CO2, on a soit du CO2 sous forme gazeuse, ce qu'on connaît tous, c'est ce qu'on expire en partie, soit on peut faire de la glace carbonique, donc de la glace de CO2 pure, mais si vous prenez un morceau de glace carbonique et que vous la regardez, vous la réchauffez, eh bien ce CO2 se transforme immédiatement en gaz sans passer par l'état liquide, ce qu'on appelle la sublimation. Parce que la pression atmosphérique terrestre n'est pas suffisante pour que le CO2 puisse exister à l'état liquide. Et bien sur Mars, c'est la même chose. Pour l'eau, on ne la trouve que sous forme soit de glace, soit de vapeur, parce que la pression de l'atmosphère de Mars est très faible. Elle est entre 100 et 200 fois plus faible que la pression terrestre, ce qui fait que l'eau liquide à la surface de Mars ne peut physiquement pas exister. Voilà. Ce qui n'empêche pas du coup que si vous creusez le sol de Mars, eh ben, vous allez trouver de l'eau. C'est ce qui a été fait par exemple avec une sonde, alors ça fait un bout de temps qu'on l'a envoyée celle-là, qui s'appelle Phoenix, qui avait été envoyée plutôt vers les zones polaires quand même de Mars. Et Phoenix était équipé d'une petite pelle, vous voyez, et une pelletée de Phoenix à quelques sols d'intervalle. Eh bien, on a vu juste à quelques centimètres sous la surface du sol, on voit de la glace, et ça c'est de la glace d'eau, c'est pas de la glace de CO2, c'est de la glace d'eau. Et ce qui était très intéressant aussi à voir, c'est que cette glace, sur plusieurs sols, eh bien, comme elle était exposée à la pression atmosphérique extérieure, eh bien, elle s'est mise à se sublimer, c'est-à-dire que la glace disparaissait sans qu'il y ait de gouttes d'eau. Donc on le voit si on compare entre les deux images de gauche et de droite, eh bien on voit qu'à droite il y a un petit peu moins de glace qu'à gauche. Par exemple, si vous regardez à gauche, dans l'ombre, vous voyez en bas à gauche du trou qui a été fait, on voit des petits glaçons un peu ronds qui sont là, il y en a 3. Ben, si vous regardez à droite, ils sont plus là. C'est-à-dire que l'eau s'est sublimée, elle s'est transformée en vapeur sans passer par l'état liquide. Voilà. Est-ce qu'il y a de l'eau partout sur Mars? Eh bien, ça aussi, on peut l'observer depuis l'orbite. Et on fait des mappings de l'eau sur Mars. Donc ça a été fait avec plusieurs sondes. Celle-ci, c'est TGO, c'est une sonde européenne, Trace Gaz Orbiter, qui doit chercher des traces de gaz sur Mars, mais qui a aussi analysé la composition d'eau dans le sous-sol martien. Donc vous voyez là, plus c'est bleu, plus il y en a, et plus c'est rouge, moins il y en a. Et donc, effectivement, on retrouve le fait qu'au pôle, il y en a beaucoup plus dans le sous-sol martien, de la glace d'eau, mais que si vous regardez, il y a certains endroits à l'équateur où on a encore un joli bleu, et on a encore de l'eau sous forme de glace qui se trouve dans le sous-sol martien. Voilà. Du coup, s'il y a de l'eau sur Mars dans le sous-sol, sous forme de glace, ça veut dire qu'on peut l'extraire, la chauffer, et du coup en faire de l'eau. Et c'est ça justement, ces gisements d'eau que l'on trouve dans le jeu, ce sont des endroits dans le sol martien où il y a de la glace d'eau en assez grande quantité pour qu'on puisse aller la miner. Voilà. Est-ce que tu crois aux annonces d'Elon pour une mission habitée en 2024? La réponse est non. Pour faire très simple, parce que j'aurai pas le temps de développer aujourd'hui.
Voilà, mais on aura peut-être le temps d'en reparler une prochaine fois. Allez, je reviens sur mon jeu, et puis cette fois-ci, on va jouer un peu. Donc la question, c'est maintenant d'essayer de trouver un endroit sympa pour poser notre fusée. Alors ce que je vois ici, là c'est assez sympa parce que à gauche donc j'ai du béton, à droite j'ai deux ressources d'eau, donc ça c'est pas mal, et puis j'ai aussi ces petits blocs ici, ce qu'on appelle des gisements de surface, donc c'est des blocs de fer, des blocs de métal que mes robots vont pouvoir aller miner pour que je récupère du métal. Alors est-ce que ça c'est réaliste, des petits gisements de surface comme ça métalliques? Eh bien la réponse est oui. J'y reviens encore une dernière fois, puis après ce sera fait, comme ça je vous en aurai parlé. Il se trouve que sur Mars, les robots qu'on a envoyés, Curiosity par exemple, eh bien on a déjà observé, voilà, ça c'est une énorme météorite ferreuse qui se trouve à la surface de Mars et qui a été prise en photo par le rover Curiosity qui lui est déjà sur Mars depuis des années. Ce bloc là fait 2 mètres de large. Donc c'est exactement ce qu'on voit dans le jeu. Donc c'était une grosse météorite ferreuse qui est tombée sur Mars et que nous on va aller utiliser et qu'on va aller miner. Voilà. Donc il y en a, c'est tout à fait possible. Hop. Donc là, on est assez bien parce qu'on a aussi, vous voyez, des gisements, des météorites ferreuses qui sont ici. Je pense qu'on va poser notre fusée, alors à peu près au milieu, c'est-à-dire à peu près là. Alors vous voyez le périmètre qu'il y a autour, c'est là où mes drones vont pouvoir aller. Donc ils ne pourront pas aller trop loin de ma fusée, donc je vais essayer d'englober un petit peu tout. Voilà, c'est-à-dire que là on a les gisements d'eau, on a le béton, on a tout ce qu'il faut. Allez hop, on va poser la fusée ici. Et donc notre première fusée martienne vient atterrir à la surface de la planète rouge. Ah oui, j'avais mis pause, donc évidemment on ne pouvait pas avancer comme ça. Voilà, ça y est, notre première fusée, qui ressemble un peu au spaceship d'Elon d'ailleurs, en quelque sorte. Et puis notre fusée, eh bien, elle va pouvoir s'ouvrir. Voilà, on a la porte au-dessus qui va s'ouvrir, merci. Et donc on a un ensemble de petits robots qui vont pouvoir être déplacés et qu'on va pouvoir utiliser sur Mars. Alors j'en ai trois. J'ai un premier robot ici, le commandant, qui va me servir justement à emmener des drones un peu plus loin que là où je pourrais normalement aller. Donc on va lui dire de s'éloigner un petit peu. On va lui dire d'aller... voilà. Non, bah non, reste là où tu es pour l'instant. Non, éloigne-toi. Allez, hop. Ensuite, on a un deuxième robot qui lui est un explorateur. Donc l'explorateur, c'est lui qui va essayer d'aller trouver justement les anomalies qu'on trouve là. Donc je vais lui dire tout de suite d'aller jeter un petit coup d'œil à cette anomalie pour voir si ça pourrait me faire gagner un petit peu de recherche. Et puis j'ai le dernier, celui-ci. Alors celui-ci c'est le transport télécommandé, donc c'est un rover qui va pouvoir justement aller miner des ressources et puis les ramener sur le vaisseau. Donc c'est ce que je vais lui demander tout de suite de faire. Juste avant, je vais immédiatement construire. Construire de quoi poser tout ce que je vais miner. Donc voilà, c'est le minimum nécessaire. Voilà, on va en mettre deux ici. Et donc maintenant, je vais demander à mon transport télécommandé d'aller miner, par exemple, les échantillons qu'il y a ici, de sol. Voilà, donc tu vas aller ici, tu vas miner tout ce qu'il y a ici. Et une fois que tu l'auras miné, je clique ici pour lui dire tu reviens là et tu vas déposer tout ça sur les éléments. Et puis on a nos petits rovers, maintenant que j'ai mis justement des dépôts, et nos petits rovers sont en train de décharger mon vaisseau. Mon vaisseau qui lui contient déjà une certaine quantité de choses. Euh, mon vaisseau qui est là, voilà, il contient des polymères, de l'électronique, des pièces détachées, donc un certain nombre d'éléments qui vont m'être utiles tout à l'heure pour pouvoir construire un peu tout ça. Donc voilà, ça y est, on est au sol sur Mars, et là on peut commencer à jouer. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que les petits robots qui sont là, ça c'est les éléments de base du jeu, avec les espèces de robots un peu plus gros là qui vont miner. Ça, c'est les éléments de base du jeu. Et je tiens quand même à rappeler que ces éléments de base, en ce qui nous concerne dans la réalité, eh bien, ça correspond au maximum que ce que l'on sache faire pour l'instant.
C'est-à-dire que les petits rovers vont ressembler au petit Sojourner qui est là, qui est le premier robot télécommandé qu'on a envoyé sur Mars en 97. Et puis mes gros robots foreurs ont à peu près la taille de Curiosity qui est là, qui est le nec plus ultra de la technologie humaine. Donc vous voyez qu'on commence le jeu avec le maximum de ce que nous, on sait faire. Voilà. A-t-on trouvé des bactéries coincées dans la glace? Non. Pour deux raisons. D'abord parce que on n'en a pas trouvé, et deuxièmement parce que la plupart des robots qu'on a envoyés n'étaient pas bien équipés pour pouvoir trouver ce genre d'éléments. Et justement, Persévérance, qui atterrira demain, a un certain nombre de nouveaux éléments à l'intérieur qui lui permettraient éventuellement, s'il y en avait, de pouvoir en découvrir. Malheureusement, ce rover n'est pas équipé pour forer le sous-sol de Mars et prendre de la glace. Il ne peut regarder que ce qu'il y a en surface. Et en surface, il y a quand même peu de chances pour qu'on puisse trouver à la fois de la glace, mais aussi des bactéries. Donc pour forer la glace sous Mars, il faudra attendre 2022 avec une mission européenne qui s'appelle ExoMars et qui est en préparation. Voilà. Oui, effectivement, Super Dame, ça ressemble pas mal au Starship. Je suis d'accord avec toi. C'est assez rigolo. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là au début du jeu, hein, on a un des sponsors qui s'appelle Space Y dans le jeu, qui donne pas grand chose d'ailleurs. Allez, on continue. Hop. Donc mes petits robots, pendant ce temps-là, vous voyez, ils sont en train de tranquillement de débarrasser mon vaisseau. Et puis j'ai mon rover là qui est en train de forer des météorites ferreuses et qui est en train de les stocker en cubes dans son élément et qui me ramènera tout ça à la maison. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors une première chose qu'on va faire assez vite, déjà on va demander de construire alors un élément qui est assez vital, qui est assez important, c'est le réseau de drones, parce que justement ce réseau de drones va me permettre de commander mes drones même quand je n'aurai plus de fusée, parce que ma fusée elle va repartir vers la Terre. Pour l'instant c'est la fusée qui commande les drones, mais quand la fusée partira, et ben mon drone, j'ai quand même intérêt à pouvoir continuer à le commander. Voilà, donc je vais poser ça, je vais demander à mes petits rovers même un petit robot de construire. Et puis évidemment, rien ne pourra être construit sans un petit peu d'énergie. Et donc en termes d'énergie, on va commencer. Alors mon sponsor m'a donné déjà des générateurs un peu avancés. Mais pour faire un petit peu roleplay, on va commencer comme on commencerait normalement, donc avec des panneaux solaires. Voilà, on va poser, alors on va en poser 3 des panneaux solaires. Donc vous voyez, l'ombre de mon vaisseau est en train de s'allonger, hein, parce que le soleil est en train de se coucher aussi. Il y a aussi le cycle jour-nuit sur ce jeu. Allez, on va en faire quelques-uns. Alors évidemment, le gros avantage du panneau solaire, c'est que ça coûte pas très cher. L'inconvénient, bien évidemment, c'est que dès qu'il fait nuit, eh ben, ça devient beaucoup plus compliqué pour arriver à avoir de l'énergie, fatalement. Donc c'est plus compliqué. Et puis je vais alimenter mes panneaux solaires et je vais me servir de ces panneaux solaires pour aller tirer une ligne. Est-ce que je passe au travers des rochers? Oui, je peux, il est content, je le fais. Donc je vais tirer une ligne électrique qui va aller jusqu'à mon réseau de drones qui sera alimenté sitôt que mes petits robots auront construit le premier panneau solaire et qu'ils auront aussi construit la ligne électrique, hein, donc ils se servent du métal que mon robot a détecté pour pouvoir faire tout ça. Voilà, donc là j'ai mon réseau de drones qui a soif, c'est normal, on est en train de construire la ligne. Et puis pour construire une bonne partie des autres éléments, eh ben, ce sera des bâtiments. Et donc pour ça, eh ben, je vais certainement avoir besoin aussi de béton. Donc on va construire immédiatement dans la source de sable qui se trouve là-bas sur la gauche, un extracteur de béton qui est là. Voilà. Donc cet extracteur de béton, on va le placer ici. Voilà. Si on est trop loin, il me dit ah bah non, il faut un gisement. On n'est pas obligé d'être entièrement sur le gisement, hein. Il suffit que un élément touche le gisement pour qu'on soit content. Voilà, donc on va le mettre ici. Hop, voilà, on va le construire. Et évidemment, pour qu'il fonctionne, il va falloir de l'électricité.
tac, 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 l'électricité. Alors c'est l'avantage de tout vous avoir présenté tout à l'heure, ça veut dire que maintenant, eh ben, je peux jouer. C'est cool. Hop, allez, on va tirer une ligne jusque là pour alimenter notre extracteur de béton. Alors notre extracteur de béton, évidemment, le béton, eh bien, ça a un inconvénient, c'est que ça fait de la poussière. Et ça c'est très très gênant parce que la poussière martienne est un véritable fléau. Déjà de base la poussière est un fléau. Si en plus je fais du béton, eh bien cette poussière autour de mon extracteur de béton va se déposer sur les éléments qui sont à côté et va les user très vite. Ça aussi c'est pris en compte. Donc il faut faire attention à ce que les zones plutôt industrielles ne soient pas trop proches des éléments sensibles. Donc là encore, il y a du city building à faire. Ce que je vais faire aussi, c'est que mon béton, ça va faire des déchets. Donc je vais demander à mon jeu de construire deux petites décharges où je vais pouvoir mettre le béton qui me, enfin les cailloux qui restent. Voilà, on va construire ça, comme ça on sera tranquille. Toute la partie décharge sera ici. Voilà. Ok. Stockage faible, bâtiment non fonctionnel, c'est normal, il n'est pas encore alimenté. Et puis il fait nuit en plus. Très rapidement, il va falloir une autre source d'énergie pour pouvoir alimenter tout ça, clairement. Ici, mon extracteur de béton, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut des métaux, donc il y en a 1 sur 5. Voilà, j'ai mes petits rovers, mes petits drones qui sont en train d'amener des métaux. Des pièces détachées, ma fusée en avait quelques-unes, donc je vais pouvoir les installer correctement. On a évidemment un temps, on peut accélérer, on a une vitesse accélérée, pour l'instant c'est assez lent. Mais juste avant, je reviens un petit peu vers vous, histoire d'interagir quand même un peu. Voilà, qu'est-ce qu'on disait? Je conseille le jeu, il est top. Ouais, j'aime beaucoup moi aussi. Je l'ai découvert au hasard et c'est Camille qui devait le présenter. Et puis finalement c'est moi, donc je l'ai récupéré et en fait j'aime beaucoup. Persévérance attirera à quelle heure? Aux alentours de 20h à peu près, 20h, 20h15 demain. Il y aura plein de lives, il y a des lives du CNES, il y a des lives de Ciel et Espace, il y a des lives de Arte, il y en a plein qui seront faits sur le net demain avec plein d'invités qui vous permettront de suivre ça. Voilà. Le pire dans ce jeu, c'est la poussière qui s'accumule. Je suis tout à fait d'accord. Espérons qu'Exomars ne finisse pas comme Chiaparelli. C'est justement parce qu'on a emmené Chiaparelli et qu'on a, espérons-le, tiré les conclusions, donc on sait pourquoi Chiaparelli s'est écrasé, que normalement Exomars ne s'écrasera pas. Voilà. Effectivement, il y a entre autres la chaîne YouTube du CNRS qui fera un live demain. Il y en aura plusieurs. Allez, on continue. Donc nous, on construit notre extracteur de béton. Ça, c'est bon, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai encore? Et une fois que j'aurai du béton, je pourrai construire une autre source d'énergie. Parce que vous voyez, là, il fait nuit. Alors, c'est bien quand il fait nuit, mais mes panneaux solaires ne fonctionnent pas. Et donc, du coup, je n'ai absolument rien qui fonctionne. Donc, tous les bâtiments ont soif. C'est l'enfer. Donc c'est pour ça que ce qu'on va faire, c'est qu'on va dès maintenant demander aussi de construire à côté de nos panneaux solaires, de construire aussi des éoliennes. Voilà. Donc je vais demander, alors on va en construire, je sais pas, on va en construire 3, histoire d'avoir suffisamment d'électricité, même la nuit. Alors est-ce qu'une éolienne pourrait fonctionner sur Mars? Oui, mais difficilement. Puisque vous vous rappelez, je vous avais dit que les éoliennes, ce qui est compliqué, c'est que l'atmosphère martienne est une atmosphère qui est très faible. Il y a très peu d'atmosphère. Et comme il y a très peu d'atmosphère, on a ce problème qui est qu'il y a très peu d'air. Alors d'air martien, pas d'air terrestre, c'est pas la même composition chimique, mais on peut appeler ça de l'air. C'est-à-dire que cet air est très peu dense. Et même lorsqu'il y a des tempêtes sur Mars, et il y a des tempêtes sur Mars, même lorsque le vent sur Mars est à 150 ou 200 km/h, si vous étiez à cet endroit sur Mars, avec un vent de 200 km/h, vous ne sentiriez rien du tout. Pourquoi? Parce que l'air va vite, mais comme il y en a très peu d'air, la pression qu'il exerce sur votre corps serait très faible.
Donc même des grandes tempêtes ne seraient pas capables de vous souffler à terre, ni de déplacer des gros rochers. Ces grandes tempêtes sont tout juste capables de soulever la légère poussière de Mars, ça oui, mais pas beaucoup plus. Donc contrairement à Seul sur Mars, par exemple, où on a des gros rochers comme ça qui sont envolés dans les tempêtes martiennes, aucun gros rocher ne peut être soulevé par une tempête martienne. C'est pas une question de vitesse, c'est une question de densité de l'atmosphère, de pression. Voilà. Des éoliennes qui sont comme les écologistes veulent les voir. Alors c'est des nouveaux, effectivement, il y a des, alors il n'y a pas que les écologistes, hein, c'est de l'ingénierie effectivement, des nouvelles technologies d'éoliennes qui sont plus verticales, avec des profils qui sont plus étudiés, qui sont assez intéressantes. Donc est-ce qu'une éolienne marcherait sur Mars? Oui, mais si vous voulez une éolienne, eh ben, il faut, comme dans le jeu, eh ben, il faut une éolienne qui est à peu près aussi haute que votre fusée, c'est-à-dire une gigantesque éolienne, une éolienne très très grande, pour que la surface de l'éolienne compense la faible pression de l'atmosphère terrestre. Voilà pourquoi ces éoliennes, si on en fait un jour, eh bien elles seront certainement très très grandes. Voilà. Alors j'y pense, j'ai une autre mine de béton qui se trouve ici. Par contre, cette source de béton, elle est en dehors de ce que mes drones peuvent accomplir. Et c'est là où justement mon petit rover commandant télécommandé va être intéressant. Parce que lui, eh bien, il commande une série de 5 ou 6 petits drones. Et lui, eh bien, il peut aller où il veut. Et il a sa propre zone d'action. Donc si je veux construire des éléments en dehors de la zone d'action de la zone d'action de ma fusée, ou de mes réseaux, de mes commandeurs de drones, eh ben je peux envoyer ce genre d'éléments qui, vous voyez, là ça y est, je suis dedans, et donc là maintenant je peux commander par exemple la construction d'un autre, d'un autre extracteur de béton qui va se trouver ici, voilà. Et donc cet autre extracteur de béton, eh ben, ça va me permettre d'en avoir beaucoup plus vite. Alors évidemment, on va obligatoirement, à un moment ou à un autre, avoir des soucis, parce que évidemment tout ça, eh bien, ce sont des ressources, mais ce sont des ressources qui sont forcément limitées. Et donc une fois que j'ai épuisé complètement ma ressource de béton, il va falloir que j'aille chercher ailleurs. Donc ces ressources, elles ne sont pas illimitées, il y en a un certain nombre. Vous voyez ici, par exemple, j'ai 3036 unités de béton. Une fois que j'ai tout miné, c'est terminé. Donc il y a même dans ce jeu une partie aussi où je peux débloquer dans mon arbre de technologie des technologies qui peuvent me permettre de démanteler les installations que j'ai déjà installées pour justement ne pas tout laisser ça sur le sol martien en train de rouiller. Voilà, oui je sais comment on ouvre le menu construction. Merci le jeu. Voilà. Donc du béton, j'en aurai prochainement autant que je veux, et donc la construction de ces éoliennes, pour l'instant, ne se fait pas parce que justement, il faut du béton et des pièces détachées, et donc il me manque du béton parce que, ben, vous voyez, on a mon extracteur qui racle doucement la surface de Mars, et ça prend un certain temps justement de récupérer suffisamment de béton pour arriver à faire tout ça. Voilà. Pendant que je mine du béton, je vais accélérer un petit peu le temps. Pendant que je mine du béton, je vais vous parler 2 petites secondes de stockage faible. Alors excusez-moi, pourquoi les ressources en stock devraient durer moins de 3 sols. Ouais, j'ai pas beaucoup de ressources pour l'instant, c'est pas grave, j'en ai suffisamment pour faire ce que j'ai envie. Je vais rapidement vous parler de cette poussière, parce que celle-là, elle est relativement intéressante. J'ai une photo à vous montrer, qui est une photo qui a été mise en ligne il n'y a pas très longtemps. Alors elle est assez intéressante. Cette photo, c'est une mission européenne qui s'appelle InSight, qu'on a posée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années sur Mars. Et je voudrais vous montrer, voilà, la différence entre InSight au sol 10, donc le 10e jour sur Mars, et au sol 578, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps.
Et donc ce que vous avez ici, vous voyez, donc cette mission, c'est une mission qui utilise, comme on l'a utilisé dans le jeu, des panneaux solaires, évidemment. Donc sur Mars, évidemment, on est plus loin du Soleil, donc le Soleil brille moins fort. Donc du coup, il faut des panneaux solaires qui sont plus grands pour arriver à récupérer assez d'électricité. Et donc vous voyez que dans l'atmosphère de Mars, il y a des poussières en suspension, puis il y a du vent sur Mars qui soulève cette poussière qui va se déposer progressivement. Et évidemment, un gros problème qu'on a, c'est le problème de ces panneaux solaires qui vont progressivement se recouvrir de poussière. Et ça, c'est un problème. C'est pas un problème au sens où c'est quelque chose qui est prévu. Il est prévu que les panneaux solaires s'ensablent. Et puis on va compter aussi sur un autre élément. Et cet autre élément, c'est un élément naturel qui a très très bien marché avec les précédentes missions et qui justement n'a pas bien marché du tout avec Insight. C'est le fait que sur Mars, en plus du vent, eh bien, on a régulièrement des petites tornades, comme celle que vous voyez là. Donc ces tornades font quelques dizaines de mètres pour les plus petites, quelques kilomètres pour les plus grandes de hauteur. Et donc lorsque ces tornades, on appelle ça des Dust Devils, des démons de poussière. Et quand ces tornades passent au-dessus d'un rover, eh bien, elle va souffler la poussière du panneau solaire et donc elle va dépoussiérer le panneau. Voilà, ça a très bien marché avec les missions Spirit et Opportunity par exemple. Mais pour Insight, on est à un autre endroit sur Mars où les conditions atmosphériques sont différentes. Et donc, Insight en a vu passer quelques-uns, mais assez loin. Et finalement, jusqu'à maintenant, il n'y en a pas un qui a eu la bonne idée de venir passer pile poil sur Insight. Ce qui fait que pour l'instant, vous voyez, les panneaux solaires sont largement ensablés. La quantité d'électricité, évidemment, diminue, ce qui oblige actuellement d'éteindre un certain nombre d'appareils pour pouvoir économiser l'électricité. Alors, c'est pas forcément grave, parce que Insight a d'ores et déjà aujourd'hui terminé la mission pour laquelle elle a été envoyée sur Mars. Donc sa mission primaire est finie. Simplement, comme elle fonctionne très bien encore, eh bien, il y a une semaine ou deux, là, il y a eu l'annonce donc d'une extension de mission, ce qui fait qu'on l'a étendue pendant 2 ans. Donc on va pouvoir utiliser encore tous les éléments qui sont sur Insight pendant 2 ans avec un programme scientifique étendu qui se développe, qui est en général préparé dès le début de la mission. Mais pour faire ce programme étendu, donc c'est du bonus, effectivement, ça serait bien que le vent souffle un petit peu dessus, quand même. Voilà. Will Orgama qui dit: moi je dis des combats dans l'espace c'est fun et plein de gens qui survivent au vide spatial. Oui, alors ça c'est encore autre chose, hein, le vide spatial, mais c'est loin d'être aussi facile à faire que ce qu'on en dit. Je peux te l'assurer. Voilà. C'est affreux cette poussière martienne. Oui, Altasio, c'est affreux. Pourquoi? Pour plein de raisons. Quand j'ai posté cette image, on m'a répondu: il n'y a qu'à mettre une brosse pour le débrosser, il n'y a qu'à mettre une soufflette, une souffleuse, et il n'y a qu'à mettre les panneaux solaires en cône plutôt qu'à plat pour que la poussière glisse le long des panneaux solaires. Alors, il y a beaucoup de yaka, mais malheureusement, c'est loin d'être aussi simple que ça. Effectivement, Insight a un bras robotisé, on pourrait mettre une brosse dessus. Le problème, c'est que si vous mettez une brosse, eh ben, il va falloir aussi alimenter électriquement le moteur de cette brosse. Je vous rappelle que aussi les panneaux solaires sont très grands, ils font plus de 3 mètres carrés, donc il faut aussi être capable d'aller tout balayer sans endommager ces panneaux solaires. Je vous rappelle qu'on est à moins 60 degrés, donc d'un point de vue mécanique et électronique, tout le matériel est extrêmement sensible. Et il faut aussi mettre à l'intérieur les éléments software et hardware, les câbles électriques, l'électronique, tout ce qu'il faut pour installer cette brosse. Et si vous l'installez, si vous installez tout ce système, c'est tout un système que vous n'utiliserez pas pour la partie scientifique. Parce qu'on ne peut pas étendre à l'infini le volume et le poids de ce genre de sonde. Donc c'est forcément au détriment d'autre chose. Pour une souffleuse, pareil, c'est bien votre souffleuse, mais où est-ce que vous allez mettre toutes les petites soufflettes pour souffler 3 mètres carrés? Et comment est-ce que vous allez, et où est-ce que vous allez mettre de l'air? Parce qu'une souffleuse, ça prend de l'air, d'accord, mais comment vous le mettez, l'air sous pression? C'est-à-dire que vous allez mettre en plus dans votre sonde des bonbonnes pour mettre du dioxyde de carbone sous pression et puis une pompe, mais ça va alourdir considérablement votre élément.
Et puis la dernière chose, c'est que ça marcherait pas mieux forcément sur un panneau solaire incliné. Pourquoi? Parce que cette poussière est tellement fine, elle est fine comme du talc, elle fait quelques microns de large, c'est vraiment, c'est vraiment comme du talc, c'est très 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 fin, donc déjà c'est terrible parce que ça s'insère un peu partout, mais cette poussière justement, comme elle tourne dans l'air, eh bien ces petits grains de poussière se frottent les uns aux autres, et vous le savez, quand on frotte des éléments sur nos cheveux par exemple, ça fait de l'électricité statique. Et en fait, si cette poussière tient, c'est aussi parce que il y a de l'électricité statique qui la fait adhérer, non seulement sur des surfaces planes, mais aussi sur des surfaces inclinées, voire même verticales. Donc c'est loin d'être aussi simple d'arriver à dépoussiérer une sonde. On préfère faire la mission, compter sur les Dust Devils, voire pas compter sur eux, avoir un peu moins d'électricité, mais l'avoir anticipé, plutôt que bourrer le robot uniquement avec des instruments qui vont le dépoussiérer, mais au détriment de toute la science que l'on veut faire avec. Voilà. C'est un problème de compromis, et ce genre de compromis, ils sont très compliqués à faire. Et c'est loin d'être aussi simple que ce que l'on en dit. Voilà. Alors je regarde juste rapidement ce que vous m'avez mis, et puis on retourne sur le jeu. Ah, voilà la fameuse tornade dont je parlais lundi soir. Alors je sais pas si tu as vu une tornade, mais là on est sur Mars hein, quand même. Pourquoi pas prévoir un système de nettoyage des panneaux? Eh ben voilà, super dame. Je t'ai répondu parce que c'est loin d'être aussi simple que ce qu'on pourrait croire. On est dans le domaine du spatial. N'importe quelle action dans le domaine du spatial est complexe, même les plus simples, celles que l'on peut faire sur Terre. Voilà. Et tiens-nous, j'espère que tu as maintenant compris pourquoi est-ce qu'on ne met pas un système de balai électrique plutôt que de compter sur le hasard. Ça c'est fait. Trop risqué et aléatoire en gros, et puis trop lourd aussi. Trop lourd, trop cher, et trop volumineux. Ouais, exactement. Évidemment qu'ils y ont réfléchi. C'est toujours, vous avez raison, c'est toujours des compromis. Allez, on revient un petit peu sur mon jeu. J'essaie de me dépêcher parce que je vois que l'heure file et qu'on est très loin d'avoir mis nos colons. Alors, pareil, hein, si on n'arrive pas à terminer, eh bien, écoutez, c'est pas grave. On arrêtera aujourd'hui et puis j'enregistrerai le jeu là où il en est et on regardera ça la prochaine fois. On en fera une, de toute façon, on est encore loin. Ah, ça y est, bah, pendant qu'on parlait, nos éoliennes ont été construites. Alors ça, c'est chouette. Nos deux racleuses de béton sont bonnes, très bien. Et ben on va pouvoir maintenant s'intéresser à d'autres éléments. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bah tiens, on a des endroits où il y a de la glace d'eau là dans le sous-sol. Et ben on va aller récupérer de l'eau. C'est parti. Alors de l'eau, je vous en ai déjà parlé, pas besoin de revenir sur mes images. On va aller chercher maintenant dans la production. C'est où? Ah non, c'est dans la partie survie, c'est ça, survie. On va chercher un extracteur d'eau. Voilà, alors pour que l'extracteur d'eau fonctionne, il faut qu'il soit voilà, près d'un endroit où on peut avoir de l'eau. Donc on va mettre notre extracteur d'eau, disons, ici. Voilà, comme ça, tac, à côté. Pouf. Il n'est pas connecté à quoi que ce soit. Et puis ce que je vais faire aussi, c'est que cette eau, je vais la produire, mais une fois que l'extracteur a produit de l'eau, ensuite c'est terminé, il ne peut plus rien faire, il est bloqué. Donc tout de suite, en plus de mon extracteur d'eau, je vais aussi construire un château d'eau juste à côté qui va permettre de stocker justement l'eau qui va être produite par l'extracteur. Comme ça on pourra, si on est en pénurie, on pourra en avoir un petit peu plus. Et du coup, bien évidemment, puisque dans ce jeu on simule absolument tout, il faut alimenter tout ça en énergie, mais ça vous l'aviez déjà vu. On va commencer là, puis on va tirer une ligne. Il suffit qu'une ligne électrique passe à côté des systèmes, hein, et ils sont alimentés. Mais par contre, si je veux emmener de l'eau de mon extracteur jusqu'à mon château d'eau, eh bien il va falloir aussi construire, on fait de la plomberie dans ce jeu, il va falloir construire des tuyaux. Donc les tuyaux partent forcément des éléments bleus et arrivent sur les éléments bleus. Donc là au-dessus de ma ligne électrique, on peut construire l'un sur l'autre. Je vais connecter, voilà, le premier au deuxième, ce qui fait qu'une fois que tout sera construit, eh bien, on aura un ensemble qui extraira l'eau et qui va la stocker dans ce bâtiment-là. Mes petits rovers ont automatiquement détecté que je voulais construire des choses, donc ils vont commencer à poser les éléments nécessaires à la construction. Bah ça y est, elle a déjà été posée, ils sont très efficaces ces petits rovers.
Les petits rovers, en fait, ils sont là vraiment pour réparer. Dès qu'il y a quelque chose qui se répare, qui doit se réparer, parce que tout s'use. Regardez, on va revenir sur le réseau de drones. Vous voyez en bas à droite ici, j'ai la maintenance, donc c'est-à-dire que petit à petit, avec le sable martien justement, eh bien l'usure augmente et quand elle arrive au maximum, eh bien, il faut que je dépense une unité de, ben, ça dépend parfois c'est du métal, parfois c'est du béton, parfois c'est d'électronique. Il faut que je dépense mes ressources pour pouvoir aussi réparer chacun des éléments qui petit à petit sont tous actuellement en train de s'user. Et c'est pour ça que tout gérer pour que ce soit autonome et autosuffisant, c'est loin d'être évident, et c'est ça qui est assez intéressant. Voilà, on a fait de l'eau. La dernière chose que l'on va faire aussi, et ça va me permettre de terminer, je vais terminer avec ça, de vous parler d'une autre expérience très intéressante que Persévérance amène et posera demain soir sur Mars. Juste avant, je lis ce que vous m'avez mis. Les Yaka, les ingénieurs y ont déjà pensé. Voilà, c'est ça. La conclusion, c'est ça. Il n'y a pas d'entrepôt pour les ressources dans le jeu. Alors, il y a des entrepôts. Alors, des entrepôts géants, j'en ai pas vu pour l'instant. Voilà. Je suis pas allé jusqu'à la fin du jeu pour l'instant. Je le disais bien au début. Pour l'instant, moi, les seuls dépôts que j'ai, c'est soit un dépôt universel, c'est-à-dire un dépôt sur lequel toutes les ressources, quelle que soit leur nature, vont pouvoir être posées. Donc, vous voyez ici, j'ai 29 de métaux, du béton, des polymères, de l'électronique, ça a été vidé de la fusée. Bon. Et puis j'ai aussi d'autres dépôts, c'est ceux-là. Et ça, ce sont des dépôts, mais qui seront spécifiques à une ressource. Donc je vais mettre que du béton, mais je pourrais en mettre beaucoup plus. Voilà. Donc c'est plutôt des dépôts aériens dans le jeu. Et pour l'instant, j'ai pas vu mieux. Tiens, j'ai ici mon système qui est en train de terminer de se construire, qui est alimenté. Alors là, pour l'instant, ma pompe a encore besoin du réservoir, et quand il est plein, ça y est, elle est contente, et je commence donc à extraire de l'eau. Je produis 4 litres d'eau, 4 mètres cubes d'eau, je sais pas, pour une demande totale qui pour l'instant est nulle, mais qui va beaucoup changer lorsque mes colons vont arriver, parce que ça suce beaucoup d'eau les humains. Malheureusement, c'est beaucoup plus fragile que les robots. Par contre, ça sait faire évidemment aussi beaucoup plus de choses. Allez, j'ai de l'eau, ça tout va bien. Il y a une dernière chose. Euh, c'est pas risqué sur Mars d'avoir une ressource vitale comme l'eau qui est dans un tuyau non protégé, non enterré. Alors, pas forcément. À partir du moment où ton tuyau, comme on le disait tout à l'heure, pour que l'eau soit liquide, il faut qu'elle soit il faut que la pression atmosphérique soit beaucoup plus importante que la pression martienne, genre la pression terrestre. Donc en fait, si tu as des tuyaux qui sont sous pression et qui sont hermétiques, bah du coup, a priori, il y a peu de soucis. C'est-à-dire que c'est pas ça que la poussière va user le plus. C'est plus l'électronique de la pompe ou des autres éléments ou des drones. Évidemment, tu peux les enterrer, il n'y a pas de souci, mais ce que je conseille plus d'enterrer, c'est plus les systèmes vitaux pour les humains. Et ça, je voulais vous en parler cette fois-ci, je pense que j'aurai pas le temps, donc on en parlera la prochaine fois. Dans le jeu, on a fait le parti d'avoir une base humaine sous forme de dôme. Alors c'est très joli, mais alors pour plein de raisons, c'est à mon avis une très mauvaise idée pour y faire vivre des humains. Et effectivement, je pense que enterrer les bases sous le sol martien, c'est certainement une meilleure idée qu'avoir un joli dôme en verre bien fragile, pour plein de raisons, tout à fait. Alors, Astro me dit, oui, il existe des entrepôts pour des ressources spécifiques. Voilà, c'est ce que je montrais, des dépôts spécifiques. Une dernière chose, donc, et puis ensuite, je vous laisserai pour aujourd'hui. Mais j'avais quand même envie de vous en parler. Bâtiment non fonctionnel. Pourquoi j'ai un bâtiment non fonctionnel? Ah, il n'a pas d'électricité, le pauvre. Bah, si, il a l'électricité. Pourquoi tu me dis que tu n'as pas d'électricité, toi? Pas assez d'énergie. Ah, il n'y a pas assez d'énergie. Allez, pour régler ce problème d'énergie, je vais mettre un générateur. Voilà, générateur, c'est où là? Un générateur Stirling qui lui va nous fournir nuit et jour quantité d'électricité, comme ça on n'aura plus à s'embêter, on est un petit peu moins roleplay, quoique non, c'est juste que j'ai choisi le groupe qui me donnait ça de base, donc j'en mets deux. Des générateurs Stirling, c'est très intéressant, vous en connaissez certainement, vous en avez peut-être déjà vu, ça c'est une version améliorée pour Mars.
Un générateur Stirling, on en construit des tout petits miniatures, on l'allume avec une petite bougie, et la simple chaleur de la bougie va faire tourner votre petit moteur. Voilà. Le générateur Stirling, c'est un générateur thermodynamique, c'est-à-dire c'est un moteur qui fonctionne à partir du moment où vous avez d'un côté une source chaude et de l'autre côté une source froide. Voilà. Et plus la différence entre la source chaude et la source froide est importante, et plus le rendement du générateur Stirling sera efficace. Alors ce genre de générateur, ça existe pour de vrai. Alors il y a des petits jouets qu'on peut acheter pour s'amuser, mais on s'en est servi déjà pour alimenter des sous-marins d'exploration scientifique. Il y a certains satellites qui sont aussi équipés de générateurs Stirling. Alors ça c'est très très pratique dans un satellite, puisque vous le savez, dans l'espace, les écarts de température entre les zones éclairées du satellite et les zones non éclairées, à quelques dizaines de centimètres d'écart, vous pouvez avoir des écarts de température de 80 degrés d'un côté et de moins 80 degrés de l'autre. Donc des écarts de température gigantesques sur des distances très très courtes. Donc ça rend ce genre de générateur très efficace dans l'espace ou sur Mars. Par exemple, on pourrait les utiliser. Nous, actuellement, on utilise soit l'électricité, soit le solaire, soit on utilise la chaleur d'une petite pile de plutonium pour que la chaleur produise de l'électricité avec des petits thermocouples. Voilà. On n'utilise pas de générateur Stirling sur Mars, mais pourquoi pas, c'est quelque chose qui, en tout cas, qui existe. Et une dernière chose qui existe, je vais quand même y arriver à vous le montrer. Voilà, le jeu me dit hey, Coco, t'es rigolo, mais l'objectif c'est quand même de faire de l'oxygène parce qu'on veut quand même amener des colons. Alors on va faire de l'oxygène. L'oxygène, je vais le créer à côté de l'eau. Alors la base d'oxygène, on peut le mettre n'importe où. Parce qu'en fait, ça crée de l'oxygène à partir simplement de l'atmosphère de Mars. Voilà, donc mon générateur d'oxygène, je vais le mettre là. Et pareil, hein, de la même manière, si j'ai un générateur d'oxygène, je vais créer aussi un petit réservoir d'oxygène. Je vais les rejoindre tous les deux par des tuyaux et je vais alimenter tout ça avec un petit peu d'électricité, et je vous parle de l'oxygène sur Mars. Électricité, c'est là. Euh, tu, 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 Là, hop, tiens, hop, toi tu m'alimentes ça. Et voilà, puisque le réservoir n'est pas censé être alimenté en électricité. Alors, est-ce qu'on peut créer de l'oxygène sur Mars? On va laisser la construction se faire tranquillement. Et pendant ce temps, je vais vous montrer une petite expérience très intéressante. Moi, je suis vraiment très impatient d'avoir les résultats de ça. Je vais vous la montrer. Elle se trouve ici. Voilà. Alors ça, c'est une petite boîte qui est à peu près grande comme ça, qui fait 20 cm, 20-30 cm de côté. C'est une expérience qui s'appelle MOXIE et qui est actuellement sur le rover Perseverance qui, je le rappelle encore, va arriver demain soir. Pour la première fois, eh bien, on va essayer justement de produire de l'oxygène à partir du CO2 qui se trouve dans l'atmosphère martienne. Et ça n'a jamais été fait. Donc il ne s'agit pas d'une expérience scientifique au sens où ce n'est pas quelque chose qui doit récolter des données scientifiques et nous les envoyer. Il s'agit plus d'un prototype pour voir si le système fonctionne. Voilà. Et donc ce prototype va justement réduire la molécule de CO2 de manière électrochimique avec une électrode. Donc on aspire le CO2 dans le réacteur et avec cette électrode, eh bien, on va transformer le CO2 en oxygène d'un côté et monoxyde de carbone de l'autre. Voilà. Et donc l'idée, c'est d'essayer de voir si ce système peut produire efficacement de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne, si ce démonstrateur technologique, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, fonctionne à petite échelle. Eh bien oui, effectivement, on pourra ensuite revenir sur ce que je suis en train de vous montrer dans le jeu, qui est finalement quelque chose qui est fait juste à beaucoup plus grande échelle que ce que je vous ai montré ici. Voilà. Donc tout ce qu'on a ici dans le jeu, et c'est ça qui est aussi qui est vraiment intéressant, c'est que
d'enjeux. Tout ce qu'on a jusqu'à maintenant, ce sont des choses qui soit existent, soit sont en cours de test actuellement sur Mars, et ça rajoute à l'immersion. J'avoue que j'aime beaucoup. Euh, et c'est pour ça que ça m'a fait très plaisir de vous parler de tout ça. On va enregistrer la partie. Voilà, on va l'appeler Mediator at Home 01. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est que on se retrouve une prochaine fois. Alors mercredi prochain, pour le prochain Mediator at Home, on va alterner un petit peu, histoire de varier les plaisirs. Vous vous rappelez, il y a mercredi dernier, mercredi dernier, on parlait des constellations. Et je vous avais dit que je vous parlerai des constellations au temps préhistorique. C'est ce qu'on fera la semaine prochaine. Voilà, on se dit qu'on fait ça. Et du coup, on aura terminé avec les constellations. Et le mercredi d'après, si on est toujours confiné, si on poursuit le programme, eh bien, on reprendra le jeu ici et on essaiera cette fois-ci de faire vivre nos colons sur la planète Mars. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous va de faire comme ça? Tiens, salut Guimauve. Je regarde un petit peu vos réactions. Attention à la fusée qui va projeter plein de poussière quand elle décollera. Oui, il faudra que je construise une base en béton pour ne pas projeter de la poussière, parce qu'effectivement, quand elle va décoller, elle va ensabler une partie de mes éléments, carrément. Deuxième principe de thermodynamique. Ah, Altasio qui nous parle de thermodynamique. Exactement. Ça, c'était les moteurs Stirling, effectivement. Avec un rendement qui dépend de la température minimum divisé par la température maximale. Voilà, donc c'est vraiment l'écart de température qui optimise tout ça. Ça vous va? Oui, super. Les constellations préhistoriques, je vais prendre plein de notes. Ça, ce sera mercredi prochain. Mais écoutez, si ça vous va, on va s'arrêter ici. Je vais vous donner le programme pour la fin de la semaine. Donc cette semaine au planétarium, même si on n'est pas ouvert, mais sur les réseaux sociaux, eh bien c'est une semaine qui est entièrement dédiée à Mars. On continue à poster tous les matins à 9h du matin sur le compte Twitter du planétarium une image mystère. Donc toutes les images mystères d'aujourd'hui sont évidemment sur la thématique de Mars. On reprendra des images mystères normales à partir de la semaine prochaine. Le dernier rendez-vous, c'est vendredi, donc après-demain à 18h. Et là, j'aurai le plaisir de recevoir Damia Bouic, qui travaille sur l'imagerie, qui a fait du traitement d'images, entre autres sur Vénus. On parlera de Mars aussi, effectivement, mais on parlera du traitement d'images en astronomie, à la fois professionnel, mais aussi amateur, si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, à nous rejoindre ce vendredi soir à 18h. Et on parlera justement du traitement d'image et on recommencera ensuite la semaine prochaine avec tout ce que l'on fait déjà avec vous depuis le début de ce deuxième confinement. Voilà, merci à tous et regardez bien le ciel, j'espère. On va voir s'il est dégagé. Bonne soirée à tous et restez curieux. Au revoir.